Je vous ai mis le support à cette adresse. Normalement, si vous prenez votre téléphone ou votre ordi ou ce que vous voulez, que vous connectez et que vous tapez bit.ly/LEDR 9 comme 9 secret, annonce comme annonce, vous devriez avoir accès. Dites-moi si vous y arrivez, comme ça vous avez le support qui est déjà prêt pour partir avec. Tout le monde y est arrivé? Bon. Tout le monde y est? Cool. Alors, je vais sauter ce truc-là du sondage. Je vais vous raconter mon histoire avec les annonces. Qui me connaît pas, déjà pour commencer? Ok, je vais me présenter quand même. Donc Nicolas Galita, je suis arrivé dans le recrutement par plus ou moins par hasard, parce qu'à l'origine, moi, mon focus c'était plutôt l'entrepreneuriat. J'ai fait un master en entrepreneuriat dans une école, et je m'étais rendu compte, comme plein de gens, que la plus grande difficulté pour les startups aujourd'hui, c'est pas de trouver de l'argent, c'est de recruter des développeurs. Et donc je me suis posé la question de pourquoi c'est aussi dur. J'ai vu des regards compatissants de gens qui recrutent des développeurs. C'est dur parce que c'est un métier pénurique, c'est un métier qui... vous mettez une annonce, personne ne vous répond. Et d'ailleurs, si je vous épargne mon parcours et que j'arrive au moment où j'ai monté un cabinet pour recruter des développeurs, j'ai pas beaucoup posté d'annonces parce qu'en fait, moi, quand je mettais une annonce pour des développeurs, personne ne répondait. Donc l'annonce, c'est pas un canal que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais recruteur. Et en fait, donc j'ai continué à faire ce cabinet. J'ai monté un blog à l'époque qui s'appelait Les Sourceurs où j'expliquais les techniques de sourcing que j'avais volées aux Américains, je traduisais en français. Les gens, ils kiffaient ce que j'écrivais, mais en fait, ils savaient pas que c'était juste de la traduction. Mais d'ailleurs, ce que je fais aujourd'hui, c'est que la traduction, hein. C'est beaucoup plus simple. Et à force de faire ça, je me suis fait repérer par Laurent Brouat, donc qui a monté LEDR, qui s'appelle à l'époque Linkumans, qui m'a débauché de ma propre boîte. Et je suis arrivé ici comme ça. Et donc, ce que je vous disais, c'est que j'avais pas beaucoup fait d'annonces, voire pas du tout dans mon histoire. Et un jour, on a un client qui nous a demandé de faire des formations aux annonces. À l'époque, on faisait des formations en présentiel, dans les entreprises, plutôt sur le sourcing. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous ont connus il y a 3 4 ans, vous avez probablement connus sur le sourcing. Donc à l'époque, c'était que sur le sourcing parce que c'était de là qu'on venait. Et on ne pensait pas d'ailleurs qu'on avait quelque chose à apporter sur les annonces, logiquement. Un jour, un client nous a demandé, on lui a dit oui. J'ai dit à Laurent, tu te démerdes, moi je vais pas. Donc il y est allé, il a improvisé un truc et en fait il a fait interagir la salle. D'ailleurs certains des exos qu'il a fait, c'est les exos qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose à dire. On s'est rendu compte que on avait quelque chose à dire. On s'est rendu compte que contrairement au sourcing, quand vous allez dans une boîte et que vous parlez de sourcing, les gens ils ont besoin de vous. Au sens où ils ont besoin que vous leur enseignez les booléens, etc., les méthodes. Quand vous parlez d'entretien, pareil, les gens ne savent pas ce qu'ils font mal en entretien. En revanche, vous allez sur les annonces, tout le monde est au courant. C'est-à-dire qu'au fond de nous, tout le monde sait, je vois il y a des rires qui trahissent cette conscience. La plupart des gens savent que leurs annonces, elles ne sont pas top, pour être gentil. Et on est tous concernés, hein, c'est pas pour pointer des gens du doigt. Moi, le premier, quand j'ai commencé à faire mes premières annonces. Et en fait, alors moi, j'ai un avantage quand même, c'est que j'ai une sensibilité marketing. Or, l'annonce, c'est un sujet marketing. D'ailleurs, les Anglais... Ah, est-ce que quelqu'un sait comment on dit une annonce en anglais? Hein? Plus fort, j'entends pas d'ici. Job offer? Non, job offer, c'est quand tu fais la propale, tu sais, l'offre d'embauche. Job slot serait marrant, c'est plutôt comme dans LinkedIn avec des. Ouais, dans LinkedIn, ils appellent ça un slot, le créneau. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Il n'y a pas d'anglophone. Ils appellent ça une job ad, job advertising, ce qui veut dire qu'ils ont pleinement conscience que c'est de la publicité. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que le marketing, moi, c'est un sujet que j'aime bien. D'ailleurs, remarquez, hein, j'ai été recruteur pendant 1 an, ça fait 5 ans que j'en parle, que j'en fais un métier. Donc, le marketing, je vois ce que c'est. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens le voient comme un exercice qui est juste une convocation et un exercice très administratif, alors que non, on parle à des gens et on peut leur donner envie de venir. Et on va faire un exo d'introduction. À votre avis, c'est quoi, sans tricher dans le support, à votre avis, c'est quoi les principaux freins qui fait que les gens ils écrivent de mauvaises annonces?
Les contraintes de marketing, c'est-à-dire? Ah, c'est à cause de la com. Ok. Ouais, toujours la faute de la com. Il y a des gens de la com avec nous, je crois. Ah, souvent des copier-coller. Un des gros soucis, c'est que c'est pas relu, et en plus, c'est souvent des gros copier-coller. Tellement que des fois, il y a des problèmes de police, et ça mélange. Ça mélange en plus souvent la présentation du poste plus que donner envie à l'autre. Ah, autre problème, c'est qu'on mélange une liste de courses avec donner envie à quelqu'un. Et d'ailleurs, souvent, la plupart des annonces sont mal écrites. Elles sont mal écrites à cause de ça. Parce qu'en fait, elles partent d'une position qui est j'ai besoin de ci, ça, les gens sont au marché, ils font leurs courses. D'ailleurs, dans offre d'emploi, on l'entend. Quand un Français dit offre d'emploi, il voit qu'il a un emploi et puis il l'offre à des mendiants comme ça. Il le lance dans la foule. C'est ça l'idée de offre d'emploi. On vous offre quelque chose. Moi, juste aujourd'hui, les offres d'emploi, il y en a certaines qui sont trop longues en fait. Ah, Tu fais trop, tu peux pas mettre tout ce que tu veux. Quand je vois les. Tu mets ça, je veux, 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 ça. Nous-mêmes, les clients veulent pas qu'ils tournent de moutons à 6, 7 pattes. ouais. Et pour autant, du côté, t'as les recruteurs qui vont chercher les moutons. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Donc ta question, c'est bah ouais, à quel point c'est long. Là-dessus, il y a un débat éternel. Et en vrai, c'est pas tant la longueur que la concision. Je vais te montrer, alors je l'ai pas, non, je pourrais pas te la montrer, mais ce que je montre à mes élèves sur les annonces, c'est des annonces qui sont très très courtes et qui sont illisibles quand même. Vraiment, on peut faire un truc très très court et indigeste, mais je vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est indigeste. C'est long, tu t'ennuies, t'arrives pas à aller au bout. Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'en vrai, Harry Potter, ça fait 4600 pages. Les gens, ils vont au bout d'Harry Potter. Qui a lu Harry Potter? Ah, ça va, des fans. Oui, il y a une histoire. Ah, très très bonne remarque. Très souvent, c'est ce qu'il y a en amont qui manque. J'étais chez un client dont je tairai le nom il y a quoi, il y a 2 semaines. Et quelqu'un m'a demandé dans les attentes donc c'est une formation annonce, hein, toute une journée. Et là, elle me disait bah, j'aimerais bien que tu m'aides parce que j'arrive pas à faire les briefs. Les jeunes d'un brief pourri. Comment je fais à partir d'un brief pourri une bonne annonce? Je dis, bah, tu peux pas. C'est comme si tu me disais voilà, j'ai un poulet pourri, des tomates passées. Comment je fais pour faire un bon plat? Bah, tu peux pas. Donc, hein? Brief pourri, ah, très bonne punchline. Brief pourri, annonce pourri. D'autres freins qui empêchent les gens de bien faire? Dis-moi. Ah, grave. Mais pourquoi? La question c'est pourquoi? Ouais, tu penses? Ah, plutôt. En général, c'est que comme ils n'ont pas compris le boulot, bah ils meublent dessus. D'ailleurs, c'est un des problèmes de recruteurs, c'est que c'est un métier où je dois parler d'autres métiers sans les avoir forcément fait. Dis-moi, Katia. Le scope qui est hyper mal défini. Pour le coup, moi je suis confrontée à ça. On a des postes qui changent toutes les 4 matins. Et au début, le manager pense avoir besoin de ça. Et puis, au bout de 2 semaines, en fait, c'est autre chose. Ouais, il a mal défini son besoin et il le change au cours de route. Ouais. Et ça ressemble à rien. Clairement. Je compatis. Très orienté sur l'entreprise. Donc c'est beaucoup nous et rarement tourné vers et vous, qu'est-ce que ça va vous apporter? Exact. On a besoin de vous et qu'est-ce que vous pourriez faire chez nous? Autre souci, c'est que c'est très tourné vers les gens. Et en plus, c'est même pas comme s'ils en parlaient bien. Tu vois, parce qu'on pourrait parler que de nous, en parler bien. Quand tu lis la plupart des annonces, c'est tu comprends pas ce que les gens. Tu lis l'annonce A et l'annonce B, je vous en montrerai tout à l'heure. Tu comprends pas forcément ce que l'entreprise elle fait. Le pire, je trouve, c'est quand il y a des acronymes propres à l'entreprise dans les Grave. offres d'emploi. Ça, c'est génial. Grave. Il y a beaucoup d'offres qui sont très bateaux. Enfin, par exemple, on va dire, ah bah, nous, on a ça comme plus comme toutes les entreprises. Quoi. Ouais. Mutuelle. Et on a la mutuelle. Ouais. Et on fait 50 ans. On a un pass Navigo, ouais. J'ai souvent ça là. D'autres soucis? Je pense aussi que en fait, la plupart des recruteurs prennent pas de plaisir avec leur Ah. métier. C'est déjà, en fait, je pense, Grave. l'une des clés qui fait que. Et ils ne se relisent pas. Et du coup, les annonces sont chiantes. Donc, quand tu mets pas de cœur à droite, évidemment que c'est pas possible. Et pourquoi ils prennent pas de plaisir, les recruteurs? Parce qu'ils y voient pas l'intérêt, parce qu'ils sont, je pense, enfermés dans un carcan. Pas l'intérêt, tu penses? Tu vois pas l'intérêt de l'annonce? Ils sont là, moi je fais du Hein? sourcing, Attends, j'ai dis-moi. posté mon annonce parce que ça va faire de la marque au palais, Ouais. ça va qu'on va paraître qu'on cherche des gens, mais le taux de retour est tellement nul que je vais pas prendre. Ah, ils n'ont pas l'intérêt dans ce sens-là, dans ces cas-là. Tu disais quelque chose, non? C'est ce que tu voulais dire. Ok.
Je vois. Que l'annonce, en fait, ce qui est difficile, c'est, enfin, quand tu discutes avec des recruteurs, c'est en fait, c'est s'exposer. En fait, quand tu écris, c'est une partie de toi qui ressort. Mhm. Et c'est pas. Oui, tu t'exposes. Ouais. Ouais, et c'est pas T'exposes. évident pour C'est peur du jugement, in fine, du coup, c'est ça? Ouais, en fait, c'est super dur de se lancer et de se dire bah, si je fais quelque chose de différent, on peut aussi me renvoyer le boomerang en fait. Donc, c'est ça qui est difficile. Question que j'aurais dû poser dès le début. Qui manage des recruteurs ici? Ok. Qui est recruteur tout court? Ok, parmi les recruteurs, c'est quoi dites-nous, c'est quoi vos freins? Par exemple, qu'on levé, t'as levé la main. Par exemple, qu'on levait la main, ouais. À gauche, du coup. Moi, je commence tout juste. Ouais. Donc, Quand tu penses annonce, qu'est-ce qui te fait peur? C'est quoi les obstacles? on est pas mal. Chez nous, on est pas mal dans le marketing. Donc, Ouais. on sort un peu des sentiers battus Cool. avec des textes très courts qui n'en disent pas beaucoup sur le poste en fait. Ouais. On appelle les gens à venir nous répondre et en effet, on parlera du poste soit en face à face, soit au téléphone. Et pour autant, après, tu rentres, si je me permets d'intervenir, c'est qu'en fait, tu sollicites pas et tu n'arrives pas à attirer la curiosité du candidat. Quand tu es sur une niche ultra pénurique, le candidat va dire qu'est-ce qu'il va faire que je vais venir chez vous, je vais vous Oui, répondre. c'est assez Et d'aller voir un autre. Voilà, là, Tu vois, c'est ils plus veulent généraliste. beaucoup plus d'informations. Ouais. Ils veulent un max d'informations pour se dire ok, je vais vous rencontrer, vous êtes intéressant. Ok, le débat qu'on a là maintenant, c'est là où on va en venir, c'est que souvent les recruteurs ne se posent pas la question de ce que veulent les candidats. On a passé là 5 minutes à vous poser la question de quels sont les freins. Je pense qu'un des plus gros freins, c'est on ne sait pas ce que veulent les gens. Et on ne s'est jamais posé la question. Alors ça demande de faire un peu de psycho, un peu de socio et de regarder comment les gens se comportent. En fait, on ne s'est même pas posé la question de qu'est-ce que les gens attendent. Est-ce qu'ils attendent d'avoir plus d'infos? Enfin, plus d'infos, moins d'infos? Est-ce qu'ils veulent un truc long, pas long? Posons-nous la question déjà. Allons regarder, c'est les premiers trucs que j'ai fait. Et c'est ce qu'on disait aussi sur ça se différencie pas. Le troisième frein, donc ce que je vous ai pris comme frein, j'ai pris un premier frein, c'est on écrit des choses qu'on pourrait facilement corriger. Mais vraiment, quand on parle de copier-coller, quand on parle de faute de frappe, de coquille, ça c'est réglable très rapidement. 2, on ne sait pas ce qu'on vend. C'est-à-dire quand tu demandes aux gens, et on verra tout à l'heure, quand on demande aux gens de parler des valeurs de leur boîte, souvent c'est une question, les gens se regardent dans le blanc des yeux. Et ça met toujours un froid dans une boîte quand je dis dites-moi les valeurs de la boîte. Et la dernière chose, c'est que les gens ne se posent pas la question. Les recruteurs ne se posent pas la question de ok, mais comme j'écris pour des candidats, qu'est-ce qu'ils veulent au final? Alors, ça amène ce que je vous disais à mon problème numéro 1. Ce qu'on va faire là, l'idée de ce petit moment qu'on passe ensemble, c'est que je me suis dit ok, on va faire venir des recruteurs et des gens qui ont des équipes de recruteurs. Comment on peut les aider à réappliquer chez eux. Donc on va rien faire ici de descendre, enfin on va rien faire de vraiment théorique de conférence. Ce qu'on va faire, c'est juste je vais vous parler des exos que je fais en général quand je vais chez mes clients et comment vous pouvez les réappliquer chez vous. Donc vraiment, vous allez repartir avec les 9 secrets, en fait c'est 9 exos, avec 9 petits exercices que vous pouvez ramener chez vous et le faire à la maison. Enfin à la maison. Faites pas ça à la maison, faites ça dans vos boîtes. Alors, le problème numéro 1, c'est que souvent on fait des annonces, enfin on fait des choses qui sont extrêmement faciles à corriger. Et pour le premier exo que je fais, c'est toujours comme ça que j'ouvre une formation annonce, c'est on va prendre une offre d'emploi du groupe et on va la critiquer ensemble. Et je fais rien de magique, hein. J'arrive, je leur prends une annonce au hasard. Alors ce qui est marrant, c'est que systématiquement, quelqu'un me dit « T'es sûr que c'est une offre de chez nous ?» Je dis « Bah oui, je me suis pas embêté à inventer une offre dans le groupe. » Donc les gens prennent une dizaine de minutes en binôme. C'est important que ce soit en groupe pour pouvoir interagir. Et je leur fais juste ça, il n'y a pas de secret. Une colonne plus, une colonne moins. Les gens commencent à interagir et vous allez voir que, en fait, rien que ça, on commence à faire des pas de géant parce que les problèmes sont pointés, les gens débattent de « Ah, mais en fait, c'est comme ça parce qu'on peut pas, parce que la TS m'empêche de, parce que le truc… » Enfin, les débats commencent à sortir. C'est la meilleure manière d'introduire une formation annonce. Et ça m'étonne à chaque fois à quel point les gens sont lucides. Mais vraiment, ils n'ont pas besoin de moi pour leur dire ce qu'il y a. Alors, moi, je leur apporte après de la théorie sur du marketing, etc. Mais juste pointer les problèmes, ils savent le faire. Alors, j'ai pas fait, j'aurais pu prendre une offre d'emploi de l'un d'entre vous, mais je me suis dit là, c'est un peu trop braqueur projeté.
Donc voilà, premier exo, tout simple, prendre une annonce à soi, et elle est importante, j'ai oublié, la comparer avec une autre. C'est important même pour la confiance, de se dire ok, on est pourri, mais les autres aussi. C'est un levier humain tout bête. Je prends toujours une annonce qui est comparable en termes de niveau chez un concurrent et je leur montre, comme ça ils peuvent la critiquer plus librement aussi. Question, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Ça va être assez simple comme exo. Vous avez besoin de quoi? Un feutre, un tableau, une annonce, un plus, un moins, 10 personnes, c'est fait. Le deuxième exo, c'est la lecture à haute voix. C'est de prendre une annonce. Et ça marche avec tout d'ailleurs. C'est un exo qu'on apprend en copywriting. Alors copywriting, c'est écrit comme ça, pas avec un R. On en reparlera, mais c'est la discipline qui consiste à écrire de bons messages de vente. Un des premiers trucs qu'on vous apprend en copywriting, c'est ok, en fait, tout ce que tu fais, tu vas le lire à haute voix. Parce qu'à haute voix, tu vas voir les bizarreries de ton écriture. Et en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tout ce que vous écrivez devrait pouvoir être lu à haute voix. Il n'y a pas de différence écrit oral. La seule différence, c'est au contraire, c'est que tout ce qui est à l'oral ne peut pas être dit à l'écrit, ça c'est sûr. Mais si vous avez un texte à l'écrit que vous n'arrivez pas à déclamer à l'oral, il y a un gros problème. C'est que vous écrivez en langue de bois, c'est que vous écrivez en dynamique et motivé, virgule, je recherche. Enfin, ça se voit quand c'est écrit en langage meublé et en langage lourd. Donc première chose, le faire lire à haute voix et surtout avoir un binôme de relecture. Ça, c'est un des conseils que j'utilise le plus. C'est OK, tu vas prendre un binôme de relecture et vous allez vous associer, mais on en reparle. Avant ça, quelqu'un a le courage de lire quelqu'un du premier rang peut essayer de lire l'annonce? Vas-y. Sanofi a pour ambition d'être un leader mondial et intégré de la santé, centré sur les besoins des patients. Je continue? Ouais, vas-y. Ok. Rejoignez Sanofi et prenez part à notre ambition, protéger la santé, apporter l'espoir et améliorer la qualité de vie des 7 milliards de personnes dans le monde. Ça fait très social. La dernière. Grâce à un environnement dynamique et diversifié, nous vous offrons des opportunités de développer vos compétences, réaliser vos objectifs et apporter votre contribution à des innovations capitales en matière de santé. Merci, très belle lecture. Quand on lit, de quoi on se rend compte? À haute voix. Alors déjà, on se rend compte des endroits où il bute. Et méfiez-vous, pas parce que c'est dans votre tête que ça ne marche pas aussi comme ça. Donc, on voit les endroits où il bute, les endroits où il aurait dû avoir des points, les endroits où c'est pas fluide. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre quand on lit à haute voix? Les phrases sont trop longues. Elles sont pas que longues, elles sont pires que ça. Elles sont très formelles. Elles sont pires que formelles. Elles sont pires qu'ennuyeuses. Elles n'ont aucun sens. En fait, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire leader mondial et intégré de la santé? Je sais pas. Ça veut dire quoi qu'on essaye d'apporter l'espoir aux 7 milliards d'humains? Enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai pris celle-là, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle. Hein. C'est pas pour vous dire que cette boîte fait des mauvaises annonces plus qu'une autre. Hein. En vrai, j'en ai pris une au hasard. Et donc lire à haute voix, ça permet d'éviter ça, d'éviter de faire des phrases meublées, empoulées qui veulent rien dire, et d'éviter aussi de confondre le formel et la langue de bois. C'est pour ça que je t'ai repris the, parce qu'en fait, il n'y a pas de lien entre être formel et écrire en langue de bois. Quand vous rencontrez, d'ailleurs, si vous rencontriez la reine d'Angleterre, je vous le souhaite, vous ne lui diriez pas Madame la reine, à la recherche actuellement d'une structure monarchique et d'une personne pour l'incarner, je m'adresse à vous pour... Enfin, vous prendrez des baffes directes. Quand vous allez dans votre boulangerie, vous ne dites pas bonjour madame la boulangère, à la recherche d'une structure panée, je me rends vers vous pour une collaboration mutuellement profitable. Enfin, on parle jamais comme ça dans la vraie vie. C'est pas une histoire de formalité, c'est une histoire de langue de bois. Donc l'idée c'est ça, c'est normalement en lisant à haute voix, ça doit vous sauter comme une évidence. Et si vous êtes trop immergé depuis trop longtemps dans la langue de bois et que vous en rendez même plus compte, bah demandez à quelqu'un de normal de lire pour vous, à quelqu'un qui n'est pas dans le recrutement, parce qu'à force de voir les mêmes choses, on finit par s'habituer, ce qui est logique. Et je vous disais donc le deuxième exo, c'est de trouver un binôme de relecture et de s'attitrer, de se dire ok, toi tu es le binôme d'un tel, toi tu es le binôme d'une telle, vous allez travailler ensemble et vous allez vous obliger
à toujours relire. Ça a un impact qui est immédiat. Alors, il y a quelques règles avec le binôme. La première, c'est oui, bah, la première, c'est interdiction d'être susceptible. Si vous demandez un feedback à quelqu'un, il faut pouvoir l'accepter sans le prendre personnellement. Ça paraît évident, ça va mieux en le disant. La deuxième chose, c'est qu'il vous faut prendre quelqu'un dont vous respectez les deux types d'avis, c'est-à-dire l'avis positif et l'avis négatif. Un des gros soucis, c'est que la plupart des gens, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des gens ont syndrome de l'imposteur. J'ai vu des réactions sur les visages de gens qui compatissent. Et la plupart des gens ont un syndrome de l'imposteur et donc ils ont du mal non pas à écouter le feedback négatif, ils ont du mal à écouter le feedback positif. C'est-à-dire que j'ai plein d'amis comme ça, je leur dis un truc peu négatif, ils ou elles y croient. Je leur dis un truc positif, personne ne me croit plus. Non mais t'exagères, c'est pas si bien que ça. Là. Je te dis que c'est bien, c'est pas ton merde. Donc ça vous demande voilà, de respecter les deux types d'habits et ça vous demande aussi d'avoir quelqu'un dont vous respectez la vie tout court. Si vous prenez quelqu'un dont vous ne respectez pas la vie, ça n'a aucun sens. Et le dernier, c'est fondamental, c'est d'arriver à trouver, là c'est très dur, c'est d'arriver à trouver et à se forcer aussi à avoir des personnes qui vous font des retours autres que c'est trop bien, c'est trop nul. Parce qu'en fait, ça ne vous avance pas. Je suis en train d'essayer d'accoucher un livre. D'ailleurs, normalement, je suis en vacances. Je suis venu pour vous. Je suis en vacances pour écrire ce livre-là. Et en fait, je l'ai montré à 3 personnes, donc 3 personnes de mon entourage. Il y en a 2 qui m'ont dit « Ah ouais, c'est trop bien ». Mais en fait, c'est trop bien, ça m'aide pas. Et à l'inverse, j'ai une amie qui est d'ailleurs mon binôme de relecture attitré. Mélissa Nassau, si tu me vois un jour. Merci. Mélissa Nassau, c'est mon binôme depuis 3-4 ans. On relit tout ce qu'on fait. Elle a relu, elle m'a fait 40 pages de retour. Mais vraiment, 40 pages littérales de retour sur « Ok, là il manque ça, là tu pourrais dire ça comme ça, là, là, là ». Et en fait, donc ça demande d'avoir ce type de retour et d'avoir quelqu'un qui est capable de dépasser le « Moi, je n'aurais pas fait comme ça ». Parce qu'on s'en fout que toi, tu n'aurais pas fait comme ça. Ce qu'on veut, c'est « Ok, comment je peux améliorer ma propre écriture, comment tu peux m'aider à faire mieux de ce que moi je fais maintenant ». Et je vous ai mis un petit bonus. Ça, c'est le livre dont je vous ai dit, je fais que traduire des trucs américains. Ça, c'est le livre où j'ai volé ses conseils, qui s'appelle The Albert Copywriting Method. S'il y a des gens, alors je sais qu'il y a des gens de la com, alors encore plus recommandé. C'est un livre entier sur la relecture. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des livres sur la relecture. Il y a des gens qui se sont pris la tête à écrire des livres entiers sur la relecture. Alors, il n'est pas très long, il dure 80 pages, mais quand même, c'est un livre entier sur la relecture. Et d'ailleurs, il vous donne ces 5 conseils. Le 1, c'est de jamais, et ça je le vois tout le temps, c'est de jamais relire en écrivant. Souvent les gens en fait, et d'ailleurs on a fait avec les étudiants en fait, on fait un mémoire. Et j'avais pas envie de faire un mémoire chiant. Et j'avais pas envie de faire un mémoire où tu dois le faire chez toi. C'est les deux conditions. Donc on a fait une semaine où la semaine entière était consacrée au mémoire. Et donc ils ont écrit un mini-livre. Ils ont écrit un mini-livre, dedans il y a une photo, un texte, ils prennent une photo dans les locaux et disent que ça leur inspire. Il y a 11 mini-portraits, il y a des interviews, il y a des tutoriels de recrutement, comment faire une annonce, etc. Bref, ils vont faire un mini-livre. Selon la qualité, on le publiera ou non. Et j'ai passé la semaine à crier à des gens « Allez, écris, arrête de réfléchir, écris ». Mais vraiment, j'étais là comme ça, comme un coach de sport, à leur gueuler « Écris, arrête de réfléchir ». Parce que la plupart des gens, en fait, ils sont là, ils bloquent et ils n'écrivent pas. Parce qu'ils écrivent, ils corrigent, ils écrivent, ils recorrigent, ils écrivent, ils recorrigent. Le problème, c'est que si vous voulez avoir de la matière à corriger, il faut la produire. Et donc, conseil fondamental, ne relisez jamais en écrivant. Deuxième conseil, c'est d'éditer en itération complète, c'est-à-dire de ne pas faire, quand vous arrivez du coup à la phase de relecture, de ne pas faire ce que font beaucoup de gens, c'est ils relisent le début, ils le recorrigent, ils le relisent, ils recorrigent, ils relisent, ils recorrigent, et en fait, ils relisent beaucoup plus le début que la fin. Parce qu'en fait, ils devraient faire plutôt relire, recorriger, relire, recorriger, relire, recorriger, et comme ils le font bout par bout, ils ne regardent que le début. Le troisième, c'est revenir avec des œufs nouveaux, c'est-à-dire écrire un truc, laisser reposer la pâte, comme en cuisine. Enfin, j'imagine, je suis très mauvais cuisinier. Laisser reposer la pâte, revenir le lendemain, avoir des œufs nouveaux, et mieux encore, ce qu'on disait tout à l'heure, avoir un binôme de relecture. Et je vous ai mis Ah oui, point 5, très important, essayer sur du papier. Il y a beaucoup de gens qui sont débloqués par le simple fait de juste essayer sur du papier.
Vous imaginez pas à quel point ce conseil, il libère des gens qui autrement n'arrivent pas à écrire. Et je vous ai mis un petit bonus avant de passer à la deuxième partie, je vous ai mis des annonces bien rédigées. Alors il n'y a pas que des annonces, il y a 5 trucs, il y a 2 c'est des pubs, vous pouvez les passer, et 3 c'est des annonces. Et justement, voir comment avoir un point de repère, notamment sur la structure. En fait, une bonne annonce, alors j'ai dit que je ne ferai pas un cours d'annonce, allez, parenthèse, sur une bonne annonce. Une bonne annonce, avant tout, alors il y a d'abord le fait de l'écrire pour les gens, et pas l'écrire que pour soi, mais aussi le fait de la structurer. Tout à l'heure, on a parlé de longueur. Je pense qu'avant la longueur, c'est la structure. Vous regardez, la plupart des annonces, c'est des blocs de texte illisibles et indigestes. Hello, bienvenue, pose-toi, t'inquiète. Question avant que j'enchaîne sur le numéro 2. Est-ce que vous êtes encore vivant? Ça va? Problème numéro 2. C'est un des plus gros problèmes que je vois rencontrer, c'est de ne pas avoir la moindre idée de ce qu'on vend. Mais vraiment, tout à l'heure, quelqu'un parlait de les jobs sont flous, mais en fait parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc, comment je fais pour commencer à savoir ce que je vends? Un des premiers exos qui marche très facilement, c'est un Vimavi. T'en as essayé? Raconte-nous. Non, mais moi j'ai recruté beaucoup dans l'audit, qui est quand même un métier qui m'excite particulièrement. Dans l'audit? Ouais. Qui fait d'ailleurs rêver pas mal les foules, surtout les jeunes diplômés. Et c'est un métier avec beaucoup de codes, beaucoup de vocabulaire, des journées qui sont à la fois toutes différentes, mais avec des rythmes un peu équivalents selon qu'on est en saison ou pas. Donc j'ai fait des journées d'immersion, c'est-à-dire que j'étais en shadow d'un manager, d'un associé, d'une équipe pour m'imprégner de leur vocabulaire, de leur rythme, de leur manière d'interagir. Et ça change complètement parce que du coup après quand on entretient, les mots viennent aussi beaucoup plus facilement pour présenter. C'est clair. Et il y a 2 de mes élèves qui l'ont fait. Alors on a 11 élèves, il y en a 2 qui ont fait des Vimavi et qui m'ont dit ok, maintenant que je l'ai fait, je vois très bien quel mot renvoie à quoi. Si vous écrivez, vous ne comprenez pas ce que vous écrivez, c'est normal d'écrire un truc pas terrible. Et deuxième, je l'ai mis dans le même temps, c'est ce que tu disais sur la prise de besoin. La prise de brief, qui est souvent très mal faite, mais ce qui est normal, c'est dur surtout quand on a un problème de légitimité. Beaucoup de recruteurs ont des problèmes de légitimité, n'arrivent pas à se poser face à un manager ou une manager. Et je vous ai mis des exemples de questions, pareil que j'ai volé à un Américain dans un livre, moi qui n'est plus là. Et je vous laisserai regarder, je ne vais pas toutes les faire, mais moi, des questions qui m'a le plus servi, c'est qu'est-ce qui a fait échouer le recrutement précédent? C'est une question qu'on ne pose pas souvent, mais en fait, une fois qu'on sait ce qui a fait échouer le recrutement précédent, on est beaucoup plus solide. Et surtout, si je vous apporte le candidat parfait, est-ce que vous l'embauchez immédiatement? Ce que j'ai mis tout à la fin. Et en fait, cette question, elle déclenche des discussions vraiment impactantes parce que d'un coup, on se dit ok, tu le prends c'est pour demain, c'est pour dans un mois. Des fois, on vous dit c'est urgent. En fait, si tu le mets maintenant, non, il y a 15 jours de process. Et ça vous permet de jauger à quel point, comment prioriser. Et pareil, l'autre truc qui est pas mal, c'est d'arriver, et c'est tout l'enjeu de la prise de besoin, différencier le souhaitable de l'indispensable, must have du nice to have. De 4 pattes, de 10 pattes. Moi, je milite pour les 4 pattes, puisque de toute façon, les moutons n'ont que 4 pattes, jusqu'à nouvel ordre. Tu veux dire un truc? Et au moins hiérarchiser. Tu vois, même si tu te donnes 10 pattes, il faut les hiérarchiser. Laquelle est la plus importante? Et un exo qui est tout simple pour savoir comment hiérarchiser, tu lui demandes est-ce qu'il y a un mot-clé qui est tellement crucial que s'il n'y est pas, on ne le prend pas dans le CV. Pareil, en lui disant ok, on a 4 critères, ou allez, 10 critères, c'est beaucoup 10. Si jamais il manque celui-là, est-ce que je le prends? Ok, s'il y a tout sauf celui-là, est-ce que je le prends? S'il y a tout sauf celui-là, est-ce que je le prends? Et en fait, vous allez commencer à voir comment la personne hiérarchise. Et sur le truc de est-ce que si je vous apporte le candidat parfait, vous le prendrez tout de suite, ça permet aussi de savoir s'il faut présenter un candidat, candidat au fil de l'eau, ou s'il vaut mieux en présenter 3 ou 4 d'un coup pour les comparer.
Très très clairement. Mais ça dépend, c'est des clients externes, internes. Tu vois, l'approche est encore un peu différente. Et s'ils ont l'habitude de recruter ou pas? Bah, c'est ça. Quand tu es au recrutement vis-à-vis d'un client qui n'a pas l'habitude de recruter, tes forces de proposition, t'apportent aussi des solutions. Donc c'est un peu différent, il te faut un petit peu plus confiance. Ah oui, d'accord. Quand tu as des clients qui sont internes et qui pensent, qui ont une perception de savoir recruter et qui pensent que le recrutement n'est pas un métier, Tout le monde s'est recruté. tu vois, tout le monde. On appuie sur un bouton, on a C'est ça. Voilà, donc c'est un peu. Pour moi, en tout cas. On pourrait presque penser, enfin dire l'inverse, si j'avais envie de. C'est de dire que parfois, quand on est extérieur, c'est plus dur d'imposer des idées que quand on est en interne, parce qu'on est perçu aussi comme un vendeur. C'est-à-dire que d'un côté, on a un rôle de conseil, et d'un autre côté, chaque conseil peut être perçu comme une façon de manipuler le client, ce qui est peut-être plus. Enfin, évidemment, moi, le point de vue extérieur, c'est de dire que ça a l'air plus facile quand on est RH en interne de discuter avec un collaborateur, et peut-être que vous allez me dire l'inverse. Ah, je pense que c'est l'inverse. Hein. Pour avoir vu les deux situations, pour être un peu plus extérieur à ça, d'extérieur, ça a l'air beaucoup plus dur en interne. Parce qu'en fait, quand t'appelles quelqu'un que t'as payé, tu vas l'écouter. Déjà, rien que ça, t'as payé, t'écoutes. Après, tu vois si t'appliques, mais au moins t'écoutes. Mais t'as raison, évidemment qu'il y a des enjeux dans les deux situations et qu'il y a des difficultés dans les deux situations. Attends, on va faire un petit dash sur la prise de besoin, je pense. Je sens qu'il y a des gros sujets sur la prise de besoin. Mais évidemment, ce que je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas couper à ce travail. Si ça se trouve, vos annonces, elles sont pas top parce que la prise de besoin, elle est pas top. Et ça, on pourra faire tout la magie du monde en écriture, ça ne changera rien. Ça va? Et ça m'amène à mon deuxième exo, qu'on va faire pour de vrai d'ailleurs. On va faire travailler un peu. Qu'on va faire pour de vrai. Vous allez, si on dit qu'il y a une marque employeur, il y a des gens qui ont employé le mot de marque employeur tout à l'heure. Si j'ai une marque employeur, ça veut dire que j'ai un produit employeur. Donc si j'ai un produit employeur, c'est que je vends des choses à des gens. Donc je vends un salaire, je vends une ambiance, ok. On va prendre 2 minutes pour, alors sur votre propre boîte, lister l'ensemble de ce que vous vendez. On fait ça? En 2 minutes? Allez, une dizaine de choses qui sont des avantages chez vous. Oui, qu'est-ce que tu lui offres chez toi? Exactement. Top. Qui veut nous partager ce qu'il a écrit? C'est Léo. Allez, allons-y. J'en ai listé 10. Ouais. Un, c'est une super bonne école, c'est genre la meilleure école dans le conseil. Et le 2, c'est du conseil éthique. Travaille chez Faber Novel, je dis à tout le monde. Faber Novel, c'est une boîte qui fait du conseil digital. 2, c'est du conseil éthique, donc on a un bon fond et tous les projets qu'on fait sont pour des boîtes qui sont belles. 3, les évolutions sont très fortes. Et du coup, 4, c'est lié, il y a toujours du mouvement, donc en gros, au bout de 6 mois, tu peux bouger, au bout d'un an, tu peux bouger, ainsi de suite. 5, c'est pluridisciplinaire. 6, c'est pluriclient et les clients sont tous diversifiés. 7, le CEO est visionnaire et j'ai mis doux, parce que c'est vrai que c'est un homme doux. D'où t'as mis? Dans le sens où il n'est pas diabolique. C'est un argument. Ça veut dire un peu pratique. 8, on a des locaux à Trinité qui sont tout neufs depuis un mois, donc c'est assez cool d'être en plein cœur du 9e. 9, du coup, c'est un peu lié à tout le reste, mais c'est un gros accélérateur de carrière. Beaucoup de gens viennent chez nous, au bout de 3 ans, ils partent et ils créent leur boîte, c'est extraordinaire. Et 10, on a free food and drinks. Ah, c'est pourquoi ça? Il faudrait le mettre en 1, ça. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. C'est bam, on a aussi de la food gratuite. Cool. Première liste. Quelqu'un d'autre? Partagez. Fabiano. Vas-y, alors déjà, on a marqué le positionnement chez Giant Group, on est sur du digital et de la data. Ok. Je pense qu'on a un TKD, design thinking, la partie digital, la partie DevOps et la partie j'ai oublié. Digital. Ouais. J'ai marqué la partie certification et formation aussi. Ok, certification. Ouais, la certification. On est capable de certifier les gens qui souhaitent évoluer, passer d'une techno à une autre. L'ambiance aussi, liée à les retours d'expérience, les afterwork, les coffee talks qu'on fait. Le suivi managérial aussi qu'on met en place, que ce soit vis-à-vis des managers chez les clients, chez les managers, chez les ingénieurs d'affaires ou directement aux ressources humaines. Et la proximité, parce qu'on joue aussi beaucoup sur le fait qu'on n'est que 450. On n'est pas la petite startup du coin, mais que pour autant on est quand même un gros groupe, donc le côté un peu taille humaine. Super. Voilà. Merci. Le dernier? Une aventure. Donc chez Ornicar, Ouais, qui propose Ornicar, du code permis à en distance, ligne. permis en ligne. Donc
une aventure, on a un projet qui change la vie de centaines de milliers de personnes, du remote. Ensuite, une ambiance de travail agréable, les gens ne font pas la gueule le matin, il y a pas mal d'afterwork, de séminaires et compagnie. On a des personnes qui sont ultra compétentes et inspirantes sur des domaines bien précis, donc ça c'est plutôt apprécié. De l'écoute et de la compréhension, peu importe la place dans la hiérarchie. Le droit à l'erreur, des salaires alignés. C'est quoi le droit à l'erreur? Le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans ce qu'on appelle l'A/B testing. Et les gens peuvent faire des choses, ils peuvent se tromper et on ne va pas mettre fin à leur période d'essai pour autant les licencier en fait. Des salaires alignés au marché, des RTT, une salle de sport, de la nourriture et des boissons à disposition et le permis de conduire s'ils ne l'ont pas. Ah, c'est un gros argument parce que moi, bref, on parlera de permis de conduire après. C'est toute une histoire chez moi. Cool, vous remarquez quoi sur ces 3 listes? Déjà que plein de choses à dire. Il y a les éléments qu'on pense être singuliers et dont on se rend compte qu'en fait ils sont communs. Oui, il y a des gens qui ont... Il y a au moins 2-3 trucs qui sont revenus dans les mêmes... Après, c'est lié au public. Hein. Je pense pas qu'il y a beaucoup de boîtes qui font de la nourriture gratuite. On en a 2 d'un coup, mais... D'autres remarques? La remarque inverse, c'est que finalement, les listes... C'est marrant d'avoir des annonces qui se ressemblent autant, alors que tout le monde est capable de faire une liste différente. Et qu'évidemment, vous n'aurez pas la même liste qu'un tel ou qu'un tel. D'ailleurs, si vous voulez savoir quels sont vos avantages, demandez à vos concurrents. Souvent, les concurrents sont plus au courant de votre culture que vous-même. Parce qu'ils savent, bah, nous, on n'est pas comme eux. Nous, on avait fait un sondage aussi auprès des candidats qu'on avait recrutés pour savoir pourquoi ils étaient venus chez nous. Ouais. Et du coup, quels arguments avaient fait mouche. Du coup, on les a fortement réutilisés après. Bah oui. Le truc que je fais moi aussi, c'est tu vas sur Glassdoor. Si vous avez une page Glassdoor, tout le monde voit Glassdoor ce que c'est? Tu vas sur Glassdoor, tu regardes ce que les gens en disent, ce qui revient le plus souvent, et après tu le remets. On peut aussi remarquer qu'il y a des arguments qui sont annoncés, on voit qu'ils sont vécus par les gens qui sont dedans, mais en fait, quand on est en extérieur, on a du mal à les comprendre. En fait, il y a des arguments qui sont bons pour attirer et d'autres qui sont bons pour fidéliser. Mais après, pour autant, il faut comprendre que tout le monde n'a pas le même levier motivationnel. Ah, tout le monde n'a pas le même levier, ça fait une bonne transition. Et après, pour autant, que tu puisses identifier ton casse et apporter tes avantages, preuves et bénéfices, justement, c'est les leviers motivationnels des candidats. Alors, puisque tout le monde n'a pas le même levier de motivation, on va déjà essayer, donc c'est l'exercice d'après, qui est la suite directe, c'est l'exo du blason. Alors, l'exo du blason, c'est quoi? On va essayer de préciser. Alors, vous l'avez fait quasiment spontanément, parce que vous m'avez fait des 1, 2, 3, 4, c'est quasiment ça. Parce que là, on va essayer de prendre que 3 trucs. On va dessiner un blason 1, tout simplement, comme ça. Enfin, un blason, un bouclier. Hop. On dessine pas très bien. Hop, comme ça. Vous allez mettre les 3 plus importants dans le blason, et uniquement les 3 plus importants. Et surtout, vous allez les titrer avec une promesse. C'est quoi la promesse? C'est ce qui synthétise toute votre offre employeur. Typiquement, si je devais résumer la promesse de chez nous, c'est « Viens, tu vas apprendre en t'amusant » ou « Tu vas t'amuser en apprenant », je ne sais pas dans quel sens. C'est ça qu'on vend vraiment aux gens. Nous, c'est « Ok, tu vas voir, c'est une école, tu vas apprendre plein de trucs. » 3 minutes? Alors, ce que je vends en général aux gens quand je suis en entretien, pour ici, c'est ce que je vous ai dit. Tu vas apprendre t'amusant ou t'amuser en apprenant. Les 3 arguments que j'ai, du coup, c'est l'apprentissage et qu'on essaye de répercuter. Alors, on n'est pas parfait, hein, c'est comme tout le monde, on essaye de répercuter nos valeurs dans le monde concret. Comment on le répercute, notamment, les livres sont gratuits ici. Alors, on n'a pas de nourriture gratuite. Par contre, les livres sont gratuits. Et du coup, on t'offre une Kindle et tu peux lire tout ce que tu veux sur la Kindle. Le deuxième truc qu'on vend souvent, c'est la liberté. C'est la liberté au sens de, en fait... Alors, c'est paradoxal parce qu'on dit aussi que la démocratie ne marche pas en interne. C'est une de nos valeurs. Mais quand je dis liberté, c'est liberté dans... OK, comment tu vas t'organiser, comment tu vas travailler, comment tu vas t'habiller. Pas comment tu vas fumer. Arrête de fumer. Je le dis en public. Arrête de fumer. Moi, je rigole. Mais la liberté en général sur comment tu t'organises, comment tu fais ton travail. Et le dernier truc qu'on vend, c'est avoir un impact. C'est qu'on essaye d'avoir, à notre modeste échelle, un impact sur le reste. Et ce qu'on fait, c'est pour avoir un impact sur le recrutement. D'où le fait d'ouvrir une école, d'où avoir lancé des trucs à distance, avoir un impact. Et
je sais plus qui, c'est Fabiano qui disait, t'adaptes les légies motivationnelles. Par exemple, Max, qui est derrière vous là, quand je l'ai eu au téléphone, j'ai senti qu'il avait comme levier motivationnel le challenge. Et donc, je lui ai parlé plutôt de ça que du reste, parce qu'effectivement, c'est une boîte avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Et donc, ouais, tu vas t'adapter évidemment à ton discours, mais tu viens quand même avec ce que tu sais que tu vends. Quelqu'un qui n'a pas fait la liste tout à l'heure, veut partager son blason? Soyez pas timide. Dis-moi. Donc nous on est un cabinet de recrutement. Premier élément du blason, c'est que tu pourras tester tout ce que tu vas imaginer chez nous. Tout ce que tu pourras imaginer, que ce soit en développement de business ou en sourcing, tu as le droit de tout tester. Un peu le test and learn que tu avais décrit. Deuxièmement, tu feras que ce qui te plaît. C'est-à-dire que tu choisis tous tes dossiers, tu ne travailles que sur ce qui te plaît. Dès que tu as un dossier de sous, tu peux arrêter. Et puis troisièmement, je te garantis que chez nous, tu deviens entrepreneur. À court ou moyen ou long terme, tu nous quittes et tu crées ta boîte. Cool. Et vous voyez, d'un coup, quand on le fait en 3, pourquoi ça sert à quoi de réduire à 3? C'est qu'on retient que le plus impactant et on a un message. C'est pour ça d'ailleurs qu'en marketing, la plupart des argumentaires sont toujours écrits comme ça. Promesse, argument numéro 1, argument numéro 2, argument numéro 3. Merci. Question là-dessus? Je vous ai mis un bonus, c'est le travail sur la culture. Parce qu'en fait, les questions dont on parle actuellement, en fait, sont des questions de culture. Il y a un slide, c'est le slide le plus connu du monde. C'est le PowerPoint le plus vu. Il y a 18 millions de vues sur ce PowerPoint, sur SlideShare. Je vous l'ai mis, c'est un... Vous pouvez le retrouver hein, d'ailleurs, vous tapez Netflix SlideShare dans Google, vous le retrouvez. C'est Netflix qui raconte sa culture. Et qui vous raconte comment ils en sont arrivés là, et le cheminement intellectuel pour en arriver. Ça commence par, ok, la plupart des entreprises ont des valeurs qui ne veulent rien dire. Et ils prennent le cas d'Enron. Vous vous rappelez d'Enron? Enron, c'est une boîte qui avait faillite et, parce qu'elle a trafiqué les comptes. Et donc, la plupart des dirigeants d'Enron aujourd'hui sont en prison. Enfin, je ne sais pas s'ils sont encore, mais en tout cas, il y a 5 ans, la plupart est en prison. Et pourtant, les valeurs de la boîte, c'était intégrité, honnêteté. Et je vous donne un conseil qui est fondamental dans ce PowerPoint, c'est une bonne valeur, c'est une valeur qu'on peut inverser. Je m'explique. Personne ne peut se réclamer de la malhonnêteté. Personne fait des sites en disant « Ah, nous on est malhonnête », enfin, par la mafia peut-être, mais aucun business légal ne se revendique de la malhonnêteté. De la manière que personne ne se revendique de l'irrespect. Ou de... Il y a des gens parfois parlent de performance, personne ne se revendique de la nullité. Donc l'idée c'est comment je fais pour avoir des valeurs qui peuvent être inversables. Je vous explique, typiquement nous on a comme valeur la radicalité. La radicalité c'est quoi? C'est s'exprimer honnêtement et sans faire de détours sur ce qu'on pense. Ça nous a valu des problèmes d'ailleurs. Mais en tout cas c'est une de nos valeurs. Vous pouvez l'inverser. Le consensus, c'est une valeur acceptable. Et heureusement qu'il y a des boîtes qui sont consensuelles. Pareil, comme élément culturel, on a la vitesse, c'est plus importante que la préparation. Enfin, c'est un jeu de mitraillette plutôt que sniper chez nous. Et donc, un peu ce que disait Katia, essaye plein de trucs et on verra ce qui se passe. Heureusement que tout le monde n'a pas cette culture. Vous imaginez un chirurgien qui vous dit « Ouais, moi j'essaye, je teste et puis après… » Non. Donc c'est pour vous dire qu'une culture n'est pas supérieure à une autre et que normalement, quand vous avez une bonne valeur, elle est inversable. Et d'ailleurs, petit conseil, avant de passer à autre chose, j'ai dit que je ne ferai pas un cours, mais petit conseil, après je reviens aux exos. Quand vous faites vos valeurs, vous ne soyez pas obsédé par avoir un seul mot. Je ne sais pas pourquoi. Plein de personnes sont obsédées par avoir un seul mot pour décrire la valeur, ce qui est un exercice littéraire hyper compliqué. Or, on n'a déjà pas les meilleurs littéraires du monde, essayons de se donner de la chance. Vous verrez les commandements chez nous, si vous allez sur le titre, ils sont en 10 phrases. La démocratie ne marche pas en interne, apprendre, toujours apprendre, vaut mieux s'excuser que demander la permission. On fait des phrases, en fait c'est compliqué de résumer un… Quand vous prenez, je sais pas, comme valeur, je vous aurais dit… Juste la liberté ça peut être plein de choses. Je vous aurais dit la confiance, pareil, la confiance ça peut être plein de choses. Donc n'hésitez pas à détailler en fait, à faire des phrases pour vos valeurs. Question? Avant que j'enchaîne sur votre problème, dis-moi Katia. Dis-moi. Marque employeur, culture d'entreprise, c'est la même chose ou pas? Ah, question de journaliste. Très bonne question. Excellente question. La différence entre les deux, c'est que, alors selon moi, c'est que la marque employeur, en gros, la culture est à la marque employeur ce que la marque est à un produit.
tu vois. Donc en fait, la culture fait partie du produit que tu vends. D'ailleurs, tu ne vends quasiment que ça. Parce que, ok, on a parlé d'avantages, etc. Mais déjà, les avantages font partie de la culture. Il y a une raison pour laquelle, toi, c'est nourriture gratuite, nous, c'est livre gratuit. Enfin, il y a les avantages ont toujours une raison d'être là. Et en fait, la culture, c'est ce que tu vends. Donc, si tu veux avoir une marque employeur, d'ailleurs, ce que je dis souvent aux gens qui parlent de marque employeur, je dis, travaillez d'abord votre culture, après on verra pour la marque employeur. Parce qu'en fait, si vous n'avez rien à marketer, si vous ne savez même pas quel est votre produit, c'est compliqué de le vendre. Ce que moi j'appelle marque employeur, c'est ce qui est à l'externe, mais tu as raison, on pourrait voir la marque employeur comme un truc plus global, englobant la culture aussi. Il y a des grands débats, est-ce que le marketing ça commence au produit ou est-ce que ça commence après? C'est un débat qui traverse le marketing depuis des générations de marketeurs. Mais tu as raison, c'est évidemment, si tu n'as pas travaillé ton produit, le marketing est dans le produit. Je dois résumer en une seule phrase, le marketing est dans le produit. Tu prends un ordinateur Apple, il y a déjà le marketing à l'intérieur. On te vend une expérience épurée, de luxe, chère, etc., etc. Le marketing est dans le produit. Bon, ça fait une bonne transition sur le... Ah, je vous ai mis ce livre aussi, l'entreprise du bonheur, qui raconte comment ils ont fait la culture chez Zappos. Qui connaît Zappos? Qui connaît Sarenza? Ok, c'est le vrai Sarenza, c'est la boîte sur laquelle ils ont copié. Donc le Zappos, c'est le Sarenza américain, ou en vrai, Sarenza est le Zappos français. Et il raconte comment il a mis en place la culture à l'intérieur de Zappos. C'est hyper intéressant, puis ça se lit comme un roman pour le coup. Hyper facile à lire. Ça s'appelle l'entreprise du bonheur, et ce qui est marrant, c'est quand moi je l'ai acheté, il s'appelait pas comme ça, il s'appelait comme c'est écrit là, le son de mon succès. Et là, ils ont changé le titre, ils l'ont appelé Comment faire de la culture d'entreprise un avantage concurrentiel. Parce qu'effectivement, ce livre, il parle beaucoup de culture, même si c'est parfois indirectement. Problème numéro 3. Donc, si je récapitule, on a fait le premier, c'est on fait des choses qu'on pourrait corriger très rapidement. On peut corriger en relisant, qu'on peut corriger, etc. Deuxième point, c'était on ne sait pas ce qu'on vend. Et le troisième point que je vous ai promis, c'est d'accord, mais qu'est-ce que les gens veulent vraiment? Question éternelle. Première chose qui est hyper simple à faire, c'est de faire un sondage autour de soi. C'est ce que je disais sur les candidats. Bah, tu vois, t'as spoilé mon exo. Mais c'est ça. Tu demandes aux candidats autour de toi pourquoi ils sont venus, pourquoi l'annonce leur a parlé, etc., etc. Nous, on l'a fait avec les élèves. On leur a fait faire un typeform. Enfin, on s'en fiche de l'outil, mais on leur a fait faire un sondage qu'ils ont envoyé à tous leurs candidats. Et de ça, vous pouvez voir le typeform si vous voulez, je vous ai mis le lien. Il casse pas trois pattes à un canard, un chat. Jamais c'est un canard ou un chat. On casse trois pattes à un canard. Ça casse pas trois pattes à un canard. Et le chat, moi j'ai toujours un chat en tête. Mais vous pouvez aller le voir. Je vous ai mis le lien dans la description. Si je parlais comme un youtubeur. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on a retiré ce que les gens trouvaient inutile, fondamental et moyen. Et vous allez voir que, en fait, vous commencez à avoir des grandes tendances. Alors, il faut évidemment se méfier de ce que disent les gens par rapport à ce qu'ils font. Il y a toujours un décalage entre ce que les gens disent qu'ils aiment voir et ce qu'ils aiment vraiment voir, parce qu'ils n'ont pas forcément le recul. Typiquement, un truc qui revient le plus souvent, c'est la description de l'entreprise sert à rien. Ce qui en soi est stupide comme retour. Mais c'est pas ce que les gens veulent dire. Ils veulent dire la description d'entreprise telle qu'elle est écrite maintenant, elle me sert à rien et j'ai tellement l'habitude que du coup je la zappe. Donc il faut aussi prendre du recul sur les retours. Il faut aussi différencier les types de candidats, ce que disait quelqu'un tout à l'heure, c'est que selon le niveau d'expérience, l'origine ou le métier, les attentes vont être différentes. Bien sûr. Mais première étape, on va d'abord essayer de voir ce qui rejoint tout le monde, ce qui rassemble tout le monde. On a un problème de... Attends. C'est bon. Le deuxième exo. Alors, ceux qui ont fait des écoles de commerce, ne paniquez pas. Je sais que vous avez soupé et ressoupé ce truc-là. Au point, moi c'est pareil, au point même que quand on m'a parlé de cet exo sur l'offre d'emploi, j'ai boycotté pendant 2 semaines. J'arrête, j'ai regardé, en fait, il y a des trucs intéressants à faire avec. Vraiment. Donc ça va bien se passer. Pour les autres, bonne découverte. Alors, pyramide de Maslow, c'est justement quelqu'un qui s'est posé la question de quels sont les besoins humains fondamentaux. Et la pyramide, en fait, elle est créée comme pyramide pour vous dire que ce qui est le plus en bas est le plus fondamental et ce qui est le plus haut est le plus motivant. D'accord? Il n'y a pas de plus important, parce qu'en fait, ce qui est le plus bas, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas penser au reste. Et ce qui est en haut vous motive le plus. Typiquement, si vous avez faim, parler d'épanouissement ou de... Vous remarquez que tous les philosophes du monde sont des gens qui aiment à manger. La plupart.
Donc il y a tout en bas les besoins physiologiques, un peu au-dessus la sécurité, encore au-dessus l'appartenance, encore au-dessus l'estime, et enfin au bout du bout l'accomplissement. À votre avis, comment on peut appliquer la pyramide sur l'offre d'emploi? Si on se dit c'est quoi les besoins physiologiques dans une candidature? Le salaire. Quoi d'autre? Contrat. Alors j'aurais pas mis les missions aussi bas, je pense. Ah, merci. La localisation. Le salaire, le lieu. Est-ce que ma famille, elle peut trouver des écoles à côté? Enfin voilà, ce genre de considérations très très basiques, mais sans lesquelles vous n'aurez jamais quelqu'un. Typiquement, vous me proposez le job de mes rêves, vous me mettez, alors pas dire une ville française, je vais me mettre des problèmes. Vous me mettez à Francfort, je n'irai pas à Francfort, j'ai pas envie de sortir de Paris. Et donc voilà, donc les trucs très 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 basiques. Pareil sur le salaire, vous proposez un salaire en dessous de ce que les gens veulent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent ce débat sur le salaire, est-ce que le salaire est un levier de motivation? Pas tant que ça. Mais par contre, si vous n'avez pas, la pyramide elle s'effondre. Dis-moi. Il y a un gros débat sur est-ce que le salaire doit apparaître sur une annonce. Ah! En vrai, il n'y a pas de débat. Je vais donner la solution. Oui. Si tu veux améliorer ton annonce, le salaire améliorera les retours et la qualité. Par contre, ça dépend de ta politique d'entreprise. Il y a évidemment des boîtes où tu ne peux pas le faire pour plein de raisons et je l'entends. Et même c'est le cas pour nous parfois. Des fois, ça peut poser des problèmes. Donc, à toi de mesurer. Mais sache qu'en tout cas, les deux gros avantages du salaire sur l'annonce, c'est que, un, les gens se positionnent mieux. Et à l'inverse de ce que tu penses, ça permet aussi aux gens qui se disent « Ok, en fait, le salaire est trop haut pour moi. C'est un poste trop expérimenté pour moi. » Et à l'inverse, ça permet aux gens de se dire « Ok, j'ai pas envie de perdre mon temps. L'essentiel est là. » Dis-moi. J'ai une autre question, c'est que dans notre cas, nous, ça compliquerait beaucoup les choses. Alors, ça demanderait peut-être beaucoup plus de travail, mais on recrute, alors pas des développeurs, mais c'est aussi dans l'IT. Et typiquement, pour le même intitulé, pour le même poste, on peut très bien recruter un junior pour un besoin ou un senior, ou quelqu'un qui a plutôt telle compétence que l'autre. Et là, le salaire, il va passer d'un 38 à un 55. Soit tu fais des annonces différentes. Alors que l'annonce est la même. Soit tu en fais des différentes parce que tu cibles des populations différentes. Soit bon courage. Sauf que là, c'est compliqué parce que pour sans salaire, j'attire les deux. Hein? Sans salaire, je peux attirer les deux. Oui, tu peux en faire des annonces différentes, tu vois. Mais ouais, intéressant. C'est hyper intéressant comme question. Tu vois. Moi, je veux compléter le propos parce que on travaille tous les deux pour le groupe FED, on a un cabinet de recrutement, donc on s'est posé 10 000 fois cette question et à laquelle on a répondu, et je vais dans le sens de Nicolas. Aujourd'hui, on est sur un marché, et alors en plus sur les développeurs, où dans le doute, le candidat ne postule pas. Donc tant qu'on fera du mystère, les missions, le lieu, le salaire, etc., le candidat, il va postuler à l'annonce d'à côté où il y a tous les éléments qu'il recherche. Donc moi, aujourd'hui, je vous conseille vivement de mettre les rémunérations, parce que de toute façon, si ça pose un problème maintenant, ça posera un problème plus tard. Ça te fait un truc de fait. Que s'il y a plusieurs postes en fait possibles à pourvoir, effectivement, il faut diffuser plusieurs annonces. Mais, et surtout, nous, cabinet, ce qui est compliqué, c'est d'encourager nos clients à aller dans ce sens-là. Et c'est là qu'on va rejoindre le bon brief de poste et aussi le bon conseil dès le départ. C'est-à-dire que pourquoi s'interdire d'avoir des éléments qui vont nous permettre de glaner. Alors pas forcément plus de candidatures, parce que je pense qu'aujourd'hui, aucun d'entre nous, qu'on soit entreprise ou cabinet, on est sur une question de volume, on est vraiment sur une question de qualité. Et nous, on se l'applique à nous-mêmes, et ce qu'on remarque, c'est tout simplement qu'on a peut-être un peu moins de candidatures, et encore, ça ne va pas se vérifier sur tous les postes, mais surtout, le sujet du salaire n'est plus un débat au fil du process. Ça a été clair, alors si ça se joue à 2-3 KO près, les candidats ne s'interdisent pas de postuler. Effectivement, quand il y a 15 KO d'écart, ils s'auto-censurent, et nous, ça nous permet d'avoir moins de candidatures à traiter, moins de retours négatifs à faire, et moins de frustration du côté des candidats. Donc ça amène énormément de bonnes choses derrière, d'être hyper transparent sur le salaire. Alors, histoire d'être justement, on va te prendre le côté opposé, c'est plus marrant. Moi, je trouve qu'il y a un cas où ça peut être intéressant de ne pas le mettre. Alors, c'est pas du tout ce métier-là. C'est les cas où, en fait, il faut pouvoir expliquer le salaire au candidat, par exemple, sur les commerciaux où la partie variable est importante. Si on la met, du coup, ça pose des questions de comment est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la package, est-ce qu'on la package pas, mais si on la packagée, est-ce qu'on a vraiment dit la vérité, sachant qu'on n'a pas mis de fixe. Bon. Et il y a des fois où, effectivement, ne la mettant pas, ça nous donne l'occasion d'argumenter sur la rémunération, et donc notamment sur les professions commerciales. Nous, on se pose parfois la question en disant,
Si je mets le fixe, je suis pas attractif. Si je mets le package G, j'ai un peu menti. Si je mets les deux, ça devient compliqué. Si je le mets pas, je discute avec Je eux. comprends pas pourquoi c'est compliqué. Moi, c'est ce que j'aurais fait, j'aurais mis les deux. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où tu dis qu'il y a... Et puis surtout, le commercial, il est au courant. Pardon, mais nous, alors pour le coup, consultant, on n'est que des commerciaux. Le consultant est au courant que, mais comme sur nos profils commerciaux quand on recrute, ils sont au courant qu'il y a un variable en jeu. Et les commerciaux ne sont pas regardants que sur la dimension variable, ça va être aussi sur les avantages en nature, etc. Donc c'est un tout. Si c'est compliqué à décrire sur une annonce, bah, du coup c'est compliqué en fait à percevoir. Mais après, il y a encore ce point où je pense qu'il faut faire confiance aux candidats qui connaissent aussi les environnements dans lesquels ils exercent. On va retrouver la même problématique sur la banque, là, avec des avantages, intéressements, participation qui vont exposer des trucs improbables sur lesquels c'est compliqué de se positionner. Donc il y a un vrai sujet. Nous, on fait plein d'essais du coup différents. Est-ce qu'on prend la moyenne? Est-ce qu'on prend... Enfin voilà, on essaye d'être assez dans le test en fait pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Moi, effectivement, quand tu es sur quelqu'un qui connaît ton industrie, donc la banque, l'industrie, la banque autre, c'est vrai qu'il va pouvoir projeter un chiffre d'affaires, donc une commission. Quand on va chercher notamment sur des commerciaux des gens qui sont en dehors de l'industrie, qu'on va amener à l'industrie, leur donner un variable, il faut donc parler de chiffre d'affaires pour donner le taux de commission, et du coup ça devient compliqué sur une annonce. Et du coup, on préfère le faire de vive voix pour expliquer quelles sont les moyennes dans l'industrie, pourquoi est-ce qu'on pense que 15 000 € par mois c'est possible dans certains métiers et plutôt 30 000 sur d'autres, et que du coup le pourcentage. Et c'est ça que je veux dire, c'est si on attire des gens qui ne connaissent pas l'industrie, c'est compliqué de rentrer dans cette taille en annonce, c'est plus sympa de le faire avec pédagogie de vive voix, mais c'est vrai que quand ils viennent du métier, en général, ils connaissent. Il faut pas tout révéler, ne serait-ce que pour les questions de concurrence, où évidemment on ne va pas annoncer nos grilles de variables, ne serait-ce que pour ne pas aider un peu plus les Page et général. On finira sur cette... Il n'y a personne de Michael Pell. Mais oui, c'est une bonne question. Après, tu remarqueras que le cas est très spécifique. C'est quand même des cas hyper spécifiques. De manière générale, je pense que c'est plus simple. Mais évidemment, c'est ce que vous dites, à pondérer avec ce que tu peux faire. Qu'est-ce que je vous disais? Oui. Sécurité, c'est quoi pour un poste? Ouais, le contrat, sécurité de l'emploi. Appartenance, c'est quoi? Ouais, c'est l'équipe. Souvent, d'ailleurs, ça ne ressort pas dans les annonces. C'est avec qui je vais travailler, qui est l'équipe, à quoi elle ressemble. L'estime. Ouais, ce qu'il va apporter, comment il est valorisé, le projet, le management, la mission, toutes ces choses que vous m'avez dit à la fin. Et le dernier? Alors non, l'accomplissement de soi, c'est vraiment plus individuel. C'est vraiment, ok, hein? C'est comment je vais me réaliser en tant qu'individu. Est-ce que je vais apprendre? Est-ce que je vais en sortir plus sachant? Est-ce que je vais en sortir plus intelligent, plus émancipé? Voilà. D'ailleurs, nous, ce qu'on vend, j'arrive. Ce qu'on vend en haut de la pyramide chez nous, c'est l'émancipation. C'est l'empowerment, l'empouvoirment, pour parler en français. Non, je disais que le besoin d'accomplissement de soi, c'était englobé sous la transformation, c'est-à-dire qu'on transforme tout ce qu'on a besoin, ce besoin d'estime et autres, en ce que l'on veut réellement. On a tous des objectifs et des besoins d'accomplissement différents, et si on l'a transformé comme on le veut, à partir de là, je pense qu'on est épanoui, entre guillemets. C'est ça. Et l'avantage de la pyramide, c'est que ça répond à ta question de, ok, les gens ont des leviers motivationnels différents, bah là, ils sont classifiés. Donc tu peux avoir une idée de qu'est-ce qui joue pour la plupart des gens, dans quel ordre, et même les personnes qui ont l'air d'être motivées plus par l'argent qu'autre chose, en fait, sont motivées par l'estime. C'est parce que l'argent leur donne un prestige, l'argent leur donne un... En fait, tu rattaches ta pyramide au son-casse. Oh, au son-casse. Au son-casse? Bah, tu as passé l'école petit marketing. C'est les sympathies, la partie... Comment tu l'écris? Le son-casse, c'est S-O-N-C-A-C. Sympathie, orgueil, beauté, confort, argent. S. Cool. Il y a même un E maintenant à la fin. Tu reprends. On rajoute un E. Il y a un E, c'est pour l'environnement, mais c'est une méthode commerciale. Ok, vas-y, j'ai regardé ça là. Mais c'est... Tu la prends. Ça permet de définir le personnage. Cool. Ouais, exact. Pour définir des profils d'acheteurs. On parle la base, c'est que ça définit des profils d'acheteurs et qu'on est tous acheteurs. D'accord, ok. Donc de là, c'est quels vont être les leviers pour les candidats aussi. Pour argumenter. Bien sûr. Bah, c'est exactement ça. Comment je fais, tu as parlé de personnage, comment je suis un personnage. Alors moi j'ai d'autres trucs pour un personnage. D'ailleurs je vais vous en montrer un à la fin. On va pas le faire là maintenant, mais du coup,
l'exo que je propose à proposer aux autres, c'est j'avais les éléments du blason, j'avais listé ce que je propose, où est-ce qu'il se situe dans la pyramide pour savoir quels sont les arguments les plus transportants et quels sont les arguments les plus basiques. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, parce que si vous n'avez pas les plus basiques, vous transporterez personne nulle part. Donc dans le blason, il doit quand même y avoir. Enfin, du coup, c'est quoi la position? Alors, j'aurais pas dû écrire blason, chaque élément de la liste, plutôt l'exo d'avant. Chaque élément de la liste de l'exo d'avant. Parce que le blason, il n'y a que les 3. En général, le blason, il est le plus sur le haut de la pyramide, normalement. Et si on a listé aucun élément du bas de la pyramide dans la liste, c'est pas bon. Non, je dirais pas ça, mais et prends-en conscience. Après, toi, si j'ai bien compris, tu as un cabinet externe. Une ESN. Oui, une ESN. Ah bah si, alors du coup, le salaire compte dans ta liste, c'est sûr. Tu as forcément un salaire reposé à des gens. Oui, mais c'est Enfin, vrai j'espère. on prend le positionnement de ne pas en parler et pas en parler trop vite, puisque en fait c'est quelque chose qui n'est pas différenciant. De toute façon. Enfin, Je pour comprends. moi, c'est pas- Je dis, ok, je dis. Nous et quelqu'un d'autre, par exemple. L'exo, je te dis pas de faire ça pour en parler. Je dis de faire ça pour hiérarchiser les besoins et savoir où tu te poses. C'est intéressant de savoir ce que tu proposes en rémunération, même si tu le postes pas. Évidemment, je parle pas de forcément poster ce qui est là. Quelqu'un parlait de personnel, méthode son cas, ça doit ressembler. Moi, je vous ai mis la carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est une autre méthode pour faire un archétype de quelqu'un. Vous allez voir, elle est téléchargeable puis je vous l'ai mis dans le support. En gros, l'idée, c'est de regarder, ok, c'est qui la personne, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire, qu'est-ce qu'elle voit autour d'elle, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle entend, et surtout, quels sont ses problèmes, quelles sont ses aspirations. Et travailler là-dessus. M'amène à mon dernier point. Après, je vous libère. C'est ok, on a regardé 9 exos sur comment faire. À aucun moment on a parlé de l'écriture en tant que telle. Comment on améliore son écriture. Alors, mauvaise nouvelle, on va pas en parler. Ce que je peux vous dire, c'est que il faut commencer par le basique. Bon, c'est pour ça que j'ai mis ce truc. Il faut commencer par le basique avant de vouloir faire plus. Il faut commencer à apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. La plupart des gens que je rencontre, ils veulent déjà courir, ils veulent faire des annonces fun, marrantes. Ils retiennent d'ailleurs que le marrant. C'est marrant, c'est drôle. En fait, c'est pas le marrant qu'on doit retenir. C'est comment c'est bien écrit, comment c'est bien structuré. Vous allez voir dans les annonces que je vous ai mises, que j'ai mises dans l'exemple de bonne annonce, il y a une annonce de Launcher. D'accord ? Dans Launcher, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien structuré. Et pourtant, les gens ne retiennent que les emojis. Premier réflexe, premier truc qu'ils vont me dire, ah mais moi je peux pas faire un truc avec des emojis. Non mais d'accord, je ne comprends pas ça pour les emojis. Lis l'annonce, regarde la structure, machin, on s'en fiche des emojis. Donc faites attention à bien commencer par le basique avant de vouloir courir. Pourquoi je ne parle pas de l'écriture? Parce qu'on va faire le mois prochain une masterclass. Donc c'est un format de 2 jours. On va rentrer en détail dans l'écriture parce que pour rentrer en détail, je l'ai fait en 1 semaine avec les étudiants. Je voulais le faire en 3 jours, on m'a dit non, 3 jours t'exagères, on va le faire en 2 jours. Et comment j'en suis arrivé à ce cheminement? Ce que je vous disais au début, toujours, on a ce produit, donc vous voyez derrière moi, 3 académies, qui s'appelle maintenant le parcours de recrutement. Il y avait 5 modules sur les annonces. Il y avait, ok, on se rend compte que la chute de l'expérience, elle est réelle. Les annonces, les retours sont de moins en moins bons. Comme les retours sont moins bons, on fait moins d'efforts. Je crois que c'est Katia qui a parlé d'intérêt, il ne voit pas l'intérêt. Voilà, et c'est un grand cercle vicieux. Donc c'était la première constatation. Ensuite, d'ailleurs ça répond aussi à la question de Katia, première chose que je mets en avant, c'est la culture. C'est l'annonce, si je veux qu'elle ait une différence. C'est par la culture et non pas par le fun. Ce qui est marrant, c'est que souvent les gens essayent de se différencier en copiant d'autres gens. Très mauvais cheminement intellectuel, si vous voulez mon avis. Pour vous différencier, vous parlez de vous et arriver à vous connaître. On a parlé de référencement, on a parlé de marketing, on a parlé de différence par l'écriture. D'ailleurs, si vous voulez tester la plateforme, c'est pas déjà fait, je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait, je reconnais des anciens utilisateurs et utilisatrices. Mais si vous voulez tester, vous tapez juste 3academy.fr/tester dans n'importe quel navigateur, vous prenez un rendez-vous, prenez un créneau, c'est une journée, et vous pouvez la tester. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler du fait que c'est un sujet qui est vraiment beaucoup plus profond qu'il en a l'air. Au début, quand j'ai fait mon plan sur l'école, j'avais mis 1 semaine sur les annonces.
Je me suis rendu compte en cours d'année qu'une semaine, c'est pas assez. Donc on a fait, c'était ouais, il y a 2-3 mois, une deuxième semaine entièrement dédiée aux annonces, parce qu'il y a plein de choses à apporter, notamment avec la matière dont je vous parlais, hein, de marketing, copywriting, c'est OK, comment je prends les trucs du marketing pour les appliquer chez moi. Deuxièmement, on se rend compte que c'est un des sujets sur lesquels les gens ont plus envie de s'améliorer. Autant c'est dur de leur dire tu vas t'améliorer sur le sourcing, ça peut faire peur. Autant sur l'entretien, ils vous disent bah, je sais déjà faire un entretien, merci. Autant l'annonce, tout le monde est preneur. Vraiment, on sent, ou alors peut-être qu'on se trompe, hein, c'est un biais de confirmation, mais on a l'impression qu'il y a une vraie demande sur les annonces. Quand les gens nous appellent pour qu'on les aide, ils nous parlent très souvent de l'annonce. Et le troisième point, c'est que c'est un truc qui a un impact immédiat. Parce que tout le monde le voit, c'est externe, c'est beaucoup plus gratifiant. Quand je posais la question à Katia de pourquoi les gens ne voient pas l'intérêt selon toi, c'était une question orientée. C'est que moi, je me dis aussi qu'en fait, les gens ne prennent pas plaisir à le faire. Pourquoi ils ne prennent pas plaisir à le faire? Parce qu'effectivement, si vous faites que des copier-coller et que vous écrivez un truc qui vous emmerde, ça emmerdera les gens. D'ailleurs, j'ai un slogan, si l'annonce elle est chiante à écrire, elle est chiante à lire. Ça me manque jamais, ça. Et donc, ça nous a amené à ce concept de la masterclass qu'on fait le 20 et 21 juin, ici, dans les locaux que vous voyez, dans un mois. L'idée, c'est que, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une idée qui est venue dans le métro. J'étais avec Aurélien, on a commencé à parler de ce truc. Et l'idée, c'est quoi? C'est de le faire en 2 jours avec, pareil, même public que maintenant, des gens qui soit sont recruteurs expérimentés ou qui ont envie de faire, soit des gens qui font faire. L'idée, c'est de commencer par, déjà d'avoir des prérequis. Donc on aura des devoirs, c'est une masterclass, donc on fait des devoirs avant. C'est pas une formation de débutant, on vient avec des prérequis. Et une fois qu'on a les prérequis, on commence par, OK, penser pourquoi l'équipe, elle fait mal. Et donc on va commencer par prendre les pires des annonces que je vous ai dénichées sur Internet et se poser la question de, OK, c'est facile de dire que c'est mal fait, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas? On va voir 7 réparations très rapides sur, OK, comment on peut faire en sorte que les gens les écrivent mieux en très vite. Voir les principes d'une bonne annonce et de persona. D'ailleurs, j'ai regardé, merci pour le son casse. J'ai regardé, ça m'inspirera probablement. Et en deuxième journée, une fois qu'on aura posé les bases, OK, on va créer un tutoriel. L'idée de créer un tutoriel, c'est de créer un guide que, ensemble, je vais vous aider évidemment, je vais aider les gens qui viendront, et de revenir avec un document écrit. On l'a déjà fait chez des clients. Mais là, j'aimerais bien les clients chez qui je l'ai fait, je l'ai fait moi-même. Là, j'aimerais bien vous apprendre à pêcher et pas vous donner du poisson. Donc, j'aimerais bien vous apprendre à le faire et donc que vous repartiez au moins avec une ébauche de guide des annonces que je peux donner à mes managers, à mes recruteurs, etc. Donc voilà, sur ce que je voulais vous dire. Je vous ai mis les prérequis, comme ça, même si vous ne participez pas, vous allez voir déjà les bases de ce qu'on va faire. Et voilà. Comment ça coûte? Ça coûte 2500 € la journée. Il y a les gens du fond là qui bavardent, Max et Tom, si vous voulez en parler. Et donc ça amène à ma conclusion, sauf s'il y a des questions là-dessus. Je veux juste partager un tour. Vas-y. On bosse souvent en équipe sur les mêmes besoins. Et volontairement, on se dit chacun fait alors soit son annonce, soit son emailing. Parce qu'on travaille encore en emailing, ne me jetez pas des pierres, je sais qu'il y en a qui mais on fonctionne dans l'approche directe des candidats, parfois avec un peu de volume. Et justement, je dis à l'équipe, OK, chacun rédige son contenu, envoyé ou diffusé, et on voit les retours. Et il y a des retours, alors que c'est la même annonce, les mêmes avantages, le même mass flow, des écarts tellement incroyables de retour qu'on voit bien l'efficacité, au point que parfois les gens me disent, je pense que mon truc il n'est pas parti parce que j'ai pas de retour, alors que d'autres ils ont des tonnes d'appels entrants. Et donc voilà, vraiment l'écart on le voit alors que vraiment c'est exactement la même offre au même moment sur les mêmes outils. Pour ta masterclass, comment il faut faire pour s'inscrire? On va sur Oh, tu vois Max et Thomas derrière toi. Sinon sur le site, mais ouais, vois ça avec. Hein? Non, moi je suis là, je viens, je raconte mon truc, après je rentre chez moi dormir parce que c'est les vacances quand même. Tu veux... Sinon, d'un point de vue plus pragmatique, après le petit-déj, on vous enverra le support que Nicolas a présenté et vous aurez un lien pour avoir plus d'infos et la presse de la masterclass et tout ça. Pour faire moins artisanal. Merci les gens sérieux et de la logistique. Et donc si je vous laisse avec vraiment un truc, c'est que déjà, c'est pas complexe d'écrire une annonce. C'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais c'est simple. C'est une fois qu'on a compris
quelques principes qu'on peut réappliquer. On peut écrire des bonnes annonces, à condition d'y prendre du plaisir. Et quelqu'un parlait tout à l'heure, en parlant de son cas, vous m'avez dit c'est un outil qui est hyper vieux. Bah, c'est marrant, c'est la remarque que je fais aussi aux gens quand je leur parle d'annonces. Pour faire cette masterclass, et en fait historiquement plutôt les cours de mes élèves, j'ai lu un livre qui s'appelle Scientific Advertising. Il est écrit en 1930. Et les concepts s'appliquent toujours. Donc en fait, justement, il y a des concepts intemporels. On a parlé de différences sur les leviers. Et tu as raison, parfois tu as des trucs, ça pourquoi ça change. Mais il y a quand même des grands principes intemporels universels qu'on peut étudier avant de commencer à vouloir faire des trucs plus spécifiques. Et vraiment, l'idée phare, c'est si vous arrivez à faire les gens prendre du plaisir, ils feront des bonnes annonces. Et pour qu'ils prennent du plaisir, bah, il faut déjà les aider à comprendre ce qu'ils vendent, c'est quoi la culture, c'est quoi la marque employeur. Parce qu'on ne peut pas en vouloir à des recruteurs d'écrire de mauvaises annonces s'ils ne savent pas ce que c'est le métier, s'ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Compliqué de vendre un produit qu'on ne connaît pas. Et deuxièmement, les accompagner aussi sur la psychologie humaine. Vous verrez, j'ai passé très vite, mais je vous ai mis une chaîne de psychosocial dans les bonus. C'est hyper important d'apprendre comment fonctionnent les gens, leur demander et s'adapter. Voilà, dis-moi. Ah, question on a beau prendre dans nos entreprises un positionnement de culture, il y a forcément des faiblesses et des limites comme partout. Et il y a cette question de brand, pour faire le nouveau terme là, de marque employeur, mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait une déception quand le candidat arrive. Parce que du coup, c'est une possibilité de rupture de période d'essai, la possibilité de fidélisation. Et c'est là où je trouve que c'est difficile. Yes. On sait vendre l'entreprise, mais en même temps, il ne faut pas trop en faire. Et à l'écrit, je trouve ça d'autant plus difficile. Après, il y a l'entretien qui est là pour l'idée, pour moi, d'une annonce, c'est d'attirer un maximum de bonnes candidatures. Et après, l'entretien. Et aussi de dissuader les mauvaises. On oublie souvent cette partie de dissuader les mauvaises. Le but, c'est d'attirer les bonnes, comme tu dis, et dissuader les mauvaises. Pour te répondre, je ne vais pas te répondre, parce qu'on va le faire en masterclass, c'est le début de la masterclass. Par contre, je vais te dire comment ça commence. Ça va commencer par... Ça va probablement commencer par une question qui est: quand je vous dis marketing, vous pensez à quoi? Et beaucoup de gens, quand on leur dit marketing, pensent à déception, etc. Le bon marketing n'est jamais déceptif. Le suivant, on en parle juste après, mais le bon marketing n'est jamais déceptif parce que tu vends la bonne chose à la bonne personne. D'ailleurs, les gens qui font bien du marketing, alors Apple à une époque, Apple ça part en bref, je suis à React maintenant sur Apple. Il y a 4-5 ans, quand j'étais en dans un magasin Apple, et je vous laisse là-dessus. Et il y a une mamie qui vient acheter un iPhone et elle veut le dernier iPhone. Et le gars, le vendeur, lui dit: mais pourquoi vous voulez le dernier iPhone? Et elle explique, vous n'avez pas besoin de dernier iPhone. Et il a fait de la sous-vente. À la fin, il est reparti avec un iPhone 5C de l'époque. Et je me dis, voilà, ça c'est un bon marketeur. C'était censé vendre la bonne chose à la bonne personne. Parce qu'en fait, tu peux tromper une fois une... Ah, je vais pas la faire. Je vais pas faire ce truc-là. Merci de m'avoir écouté. À très vite. En plus, je me trompe toujours. Tu peux tromper une fois 1000 personnes, pas 1000 fois une personne. Bref, j'arrive jamais à la faire dans le bon ordre.